Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a lancé un projet audacieux, planter 15 millions de bananiers dans le Sahel, une région durement frappée par la sécheresse. Ce défi, perçu comme une folie par les experts, a résonné comme un cri de résistance contre la dépendance alimentaire du pays. Alors que le monde observait sceptiquement, une question persistait. Et si l'impossible devenait possible? Le capitaine Traoré, avec sa vision déterminée, est prêt à prouver que le Sahel peut renaître, une banane à la fois. La question demeure. Ce projet peut-il vraiment changer le destin du Burkina Faso? Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a mis en place une vision radicale pour son pays. 15 millions de bananiers plantés dans le Sahel. Bien que cette promesse ait été accueillie par des moqueries à l'international, pour les Burkinabés, elle symbolise bien plus qu'un simple projet agricole. C'est un acte de défi face à des décennies de pauvreté et de dépendance alimentaire. L'objectif n'est pas uniquement de nourrir la population, mais de redéfinir l'avenir du pays en brisant le cycle de la dépendance extérieure. Traoré promet non seulement une récolte, mais un renouveau. Si ce projet fonctionne, il offrira une souveraineté alimentaire durable, enlevant au Burkina Faso la nécessité de dépendre des aides étrangères. Mais le risque est resté grand. Une telle initiative dans une région aussi aride pourrait échouer. C'est une chance historique pour le pays, mais aussi un pari qui pourrait profondément affecter l'avenir de Traoré lui-même. Les enjeux sont donc clairs. Réussir, c'est transformer le destin du Burkina Faso. Échouer, c'est plonger encore plus profondément dans la crise. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a commencé comme un rêve audacieux dans un pays dévasté par la pauvreté et les sécheresses. En décembre 2022, il a annoncé son intention de planter 15 millions de bananiers dans le Sahel, une région pourtant réputée pour son sol aride et ses conditions climatiques extrêmes. Si, à l'échelle internationale, ce projet a été vu comme une folie agricole, au Burkina Faso, il a enflammé l'espoir. Les bananiers, une plante exigeante, semblent une cible improbable pour une terre où rien ne pousse facilement. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des murmures d'espoir ont commencé à se faire entendre. Des femmes ont formé des coopératives, des jeunes se sont engagés dans le projet, et même les écoles ont intégré des cours d'agriculture. Mais pour beaucoup, la question était de savoir si les bananes pouvaient réellement survivre dans ce climat impitoyable. Les experts internationaux se sont empressés de qualifier l'initiative de chimère, soulignant le manque d'infrastructures et la difficulté d'obtenir de l'eau dans une région en proie à des sécheresses permanentes. Pourtant, au sein du pays, l'initiative a pris une tournure différente. Plutôt qu'un simple projet agricole, les bananiers sont devenus un symbole de souveraineté nationale. Traoré a non seulement promis des récoltes, mais a également lancé un défi à la communauté internationale, prouvant que le Burkina Faso pouvait se nourrir par ses propres moyens. À travers chaque bananier planté, il a voulu incarner une résistance à la dépendance. Cependant, à mesure que les plants ont été mis en terre, les défis sont devenus évidents. Le sol aride, la chaleur écrasante et les vents de sable ont rapidement mis à l'épreuve la viabilité du projet. Le taux de survie des plants était incertain, et les premiers signes d'échec n'ont pas tardé à apparaître. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, n'est pas un leader politique ordinaire. Ancien militaire devenu chef d'État en 2022, il incarne un vent de changement dans un pays souvent déstabilisé par des crises politiques et économiques. À seulement 36 ans, Traoré s'est rapidement imposé comme un symbole de renouveau, défiant les attentes et offrant une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso. Contrairement à d'autres dirigeants de la région, son approche n'est pas simplement politique. Elle est profondément humaine et enracinée dans les besoins fondamentaux de son peuple. Son projet de plantation de bananiers s'inscrit dans une volonté de rétablir la souveraineté alimentaire du pays et de montrer que le Burkina Faso n'a pas besoin de l'aide étrangère pour survivre. Dès son discours de lancement du projet, Traoré a captivé l'attention de la nation. Son charisme et sa détermination ont insufflé un vent d'espoir
parmi des Burkinabés qui avaient longtemps été victimes d'une pauvreté chronique. Les premières réactions des habitants ont été mixtes. Certains étaient sceptiques, doutant de la capacité du pays à relever un défi aussi colossal, tandis que d'autres, plus optimistes, ont vu dans cette initiative une occasion de se réapproprier leur avenir. Le projet a ainsi immédiatement divisé l'opinion publique, mais l'enthousiasme croissant dans les villages et les marchés a rapidement éclipsé les doutes. Les femmes, traditionnellement mises à l'écart dans les grandes décisions agricoles, se sont particulièrement mobilisées, créant des coopératives pour gérer la plantation et la transformation des produits dérivés des bananes. Ce projet a transcendé les frontières politiques et sociales, unissant un peuple derrière une vision commune de résilience et d'indépendance. Le projet d'Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a connu un début aussi spectaculaire qu'incertain. Dès l'annonce de la plantation de 15 millions de bananiers dans le Sahel, le pays s'est retrouvé plongé dans une dynamique inédite. Le Sahel, une région réputée pour sa sécheresse extrême et ses sols arides, semblait une cible improbable pour un tel projet. Pourtant, ce défi colossal a été accueilli par un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des murmures d'espoir ont commencé à circuler. Les Burkinabés, souvent accablés par des années de pauvreté et de dépendance, ont vu dans ce projet une opportunité de se libérer de l'aide internationale. Au départ, les autorités locales ont répondu avec prudence, conscientes des difficultés à venir. Mais peu à peu, la mobilisation a pris de l'ampleur. Les jeunes, qui avaient longtemps manqué d'espoir face aux défis économiques, se sont engagés dans la plantation. Les coopératives de femmes, historiquement marginalisées dans les initiatives agricoles, ont pris une place centrale, organisant la culture des bananiers et la transformation des fruits en produits dérivés tels que la farine et les chips. Les écoles ont intégré l'agriculture dans leurs programmes, enseignée comme un moyen de renverser le destin du pays. Les premiers signes de difficulté n'ont pas tardé. Dès les premières semaines, les conditions climatiques extrêmes du Sahel ont mis à l'épreuve la résistance des jeunes plants. Les températures écrasantes et les vents de sable ont contribué à la fragilité des bananiers, et plusieurs champs ont rapidement montré des signes de déclin. Cependant, au lieu de décourager les communautés locales, ces échecs initiaux ont renforcé la détermination collective. Les agriculteurs ont commencé à adapter leurs méthodes, cherchant des solutions innovantes pour irriguer et protéger les plantes. Les femmes, en particulier, ont montré une résilience exceptionnelle, s'organisant pour maximiser l'utilisation de l'eau et créer des infrastructures d'irrigation artisanale. La situation sur le terrain est devenue un mélange de lutte, de persévérance et d'espoir, alors que la population adaptait ses efforts pour faire face aux défis imprévus. Cependant, au-delà des efforts pratiques, le projet a commencé à acquérir une dimension symbolique. Chaque bananier planté, malgré les difficultés, est devenu un acte de résistance. Il symbolisait la volonté du peuple burkinabé de se prendre en main et de ne plus dépendre des secours étrangers. La réaction internationale est restée globalement sceptique. Les critiques se sont intensifiées, accusant le projet d'être irréaliste et trop ambitieux. Les experts agricoles internationaux ont mis en doute la faisabilité de la plantation de bananiers dans un sol aussi aride. Les pays occidentaux ont tourné en dérision le projet, qualifiant cette initiative de chimère et de folie agricole. Mais au Burkina Faso, l'idée que cette folie pourrait être un tremplin pour un avenir plus autonome a trouvé un écho profond. La population, bien qu'intriguée par la nature risquée du projet, a commencé à y voir une chance de se réapproprier son destin. Ainsi, le projet a continué à avancer, marqué par des défis constants mais aussi par une volonté collective qui semblait se renforcer à chaque difficulté. Les échecs apparents n'ont pas freiné la mobilisation. Bien au contraire, ils ont révélé un aspect crucial du projet. Il n'était pas seulement question de planter des arbres, mais de bâtir une nation résiliente, unie par l'ambition de se nourrir
par ses propres moyens. Au fur et à mesure que le projet de plantation de bananiers avançait, des résultats mesurables ont commencé à émerger, offrant une perspective plus précise sur la viabilité de cette initiative audacieuse. Dès les premiers mois, les autorités locales ont commencé à collecter des données sur le taux de survie des bananiers, un indicateur clé pour évaluer l'impact de l'initiative dans un environnement aussi difficile. Les premiers chiffres étaient peu encourageants. Les conditions climatiques extrêmes du Sahel, avec ses températures élevées et ses vents secs, ont rapidement mis à l'épreuve la résistance des jeunes plants. Les experts agricoles avaient raison de douter. Les bananiers n'ont pas survécu aussi bien que prévu. Cependant, un tournant s'est produit après environ 4 mois. Grâce à l'introduction de nouvelles techniques agricoles et de variétés de bananes résistantes, les résultats ont commencé à s'améliorer. Le taux de survie des bananiers est passé de 15% à 20% dans les premières zones plantées. Si ce chiffre semblait modeste au début, il a été perçu comme un petit miracle dans une région où l'agriculture est une lutte constante contre la nature. Cette amélioration a été soutenue par des initiatives locales visant à améliorer l'irrigation, comme l'introduction de systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par énergie solaire, réduisant ainsi la dépendance à l'eau. Au fur et à mesure que le projet gagnait en ampleur, d'autres données sont venues renforcer la confiance dans son potentiel. Dans les zones les mieux irriguées, le taux de survie des bananiers a dépassé les 60%, et dans certains champs expérimentaux, il a même atteint 80%. Ces résultats ont été salués comme un succès en soi, bien qu'il n'ait pas encore permis de transformer le Sahel en un véritable champ de bananiers prospères. Cependant, cette réussite partielle a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités. Les agriculteurs ont commencé à cultiver des cultures complémentaires, comme les haricots et les légumes, qui ont également montré des rendements accrus grâce à l'irrigation ciblée. Un autre aspect mesurable du projet a été son impact économique sur les communautés locales. Les coopératives agricoles, en particulier celles dirigées par des femmes, ont vu leurs revenus augmenter grâce à la transformation des bananes en produits dérivés tels que la farine, les chips et autres produits alimentaires. Les premiers retours économiques ont été encourageants. Dans certaines régions, les ventes de ces produits ont généré des bénéfices significatifs. Les prix des denrées alimentaires dans les zones touchées par le projet ont diminué de près de 10%, une baisse considérable dans un pays où la sécurité alimentaire est un défi constant. Les données montrent également une amélioration de la sécurité alimentaire dans les communautés rurales. En quelques mois, les récoltes agricoles, en particulier celles des cultures secondaires, ont augmenté de 30%. Cette augmentation a permis aux familles de mieux se nourrir, réduisant la dépendance aux importations alimentaires et aux aides internationales. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a même noté une réduction de 12% de la dépendance à l'aide alimentaire dans les zones concernées par le projet. Ces résultats chiffrés ont commencé à remettre en question les critiques internationales. Si le projet n'avait pas encore atteint tous ses objectifs, les données tangibles et l'amélioration des conditions de vie sur le terrain étaient des indicateurs positifs. Le rêve d'Ibrahim Traoré, bien qu'encore fragile, était loin d'être une chimère. Il s'agissait désormais d'un projet concret, avec des preuves sur le terrain que le Burkina Faso pourrait, un jour, atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire. Le projet ambitieux d'Ibrahim Traoré, la plantation de 15 millions de bananiers dans le Sahel, soulève des questions essentielles sur la viabilité de l'agriculture dans une région aussi hostile. Bien que certains experts se soient empressés de le qualifier de folie agricole, il existe des arguments solides pour soutenir que cette initiative pourrait bien être une solution innovante et efficace. L'argument le plus convaincant réside dans la possibilité de s'adapter aux défis du climat et de l'environnement par des méthodes agricoles modernes et durables. L'introduction de variétés de bananiers résistantes aux conditions extrêmes, associées à des techniques d'irrigation plus efficaces, comme le goutte-à-goutte alimenté par l'énergie solaire, a permis de surmonter une partie des obstacles initiaux.
Au lieu de simplement investir dans des pratiques agricoles conventionnelles, le projet cherche à réinventer l'agriculture en utilisant des approches écologiques adaptées au climat du Sahel. En outre, la dimension symbolique de ce projet ne doit pas être sous-estimée. La plantation de bananiers n'est pas seulement un pari sur l'avenir agricole du Burkina Faso, mais aussi un acte de souveraineté. Dans un contexte où de nombreuses nations africaines dépendent de l'aide alimentaire internationale, le projet de Traoré offre une alternative concrète. Il incarne une tentative de briser la dépendance du pays vis-à-vis de l'aide extérieure en permettant aux Burkinabés de produire leur propre nourriture. Ce projet s'inscrit dans une démarche de résistance à une histoire coloniale et post-coloniale marquée par la dépendance. Plutôt que de recevoir de l'aide, le pays cherche à devenir un modèle d'autosuffisance. En ce sens, même si le projet échoue partiellement ou prend plus de temps que prévu pour réussir, il reste un symbole puissant de la résilience nationale. Il est également crucial de souligner l'impact social et économique du projet. Les coopératives de femmes, qui jouent un rôle central dans l'organisation de la plantation et de la transformation des produits dérivés des bananes, ont montré des signes d'autonomisation. En générant des revenus supplémentaires, ces coopératives permettent à des milliers de femmes de prendre part à l'économie, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'égalité des sexes. Ce projet pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond dans la manière dont les Burkinabés abordent la production alimentaire et la gouvernance de leurs ressources naturelles. Le projet d'Ibrahim Traoré ne se contente pas de répondre à un besoin immédiat. Il propose également une vision à long terme, celle d'un Burkina Faso indépendant et capable de se nourrir lui-même, un modèle de résilience pour l'Afrique. L'initiative de Traoré, bien que confrontée à des défis, commence à donner des signes de succès inattendus. Si les premiers mois ont été marqués par des échecs et des critiques, les résultats récents sont plus prometteurs. Là où beaucoup voyaient un projet voué à l'échec, la réalité sur le terrain est bien différente. Les méthodes d'irrigation innovantes, notamment l'utilisation de l'énergie solaire pour l'irrigation goutte à goutte, ont commencé à porter leurs fruits. Dans certaines zones, le taux de survie des bananiers a atteint des niveaux impressionnants, bien au-delà des prévisions initiales. Ce tournant marque une étape cruciale pour le projet. Ce qui semblait une utopie devient progressivement un modèle de résilience. En plus des progrès agricoles, des effets sociaux positifs ont émergé. Les femmes des coopératives agricoles, traditionnellement marginalisées, se sont non seulement impliquées dans la plantation, mais elles ont aussi transformé les bananes en produits dérivés rentables. Ainsi, le projet de bananier ne se limite pas à une simple initiative agricole. Il transforme profondément la structure économique et sociale du pays. C'est la preuve que ce projet n'est pas seulement une tentative agricole, mais un véritable moteur de changement pour l'autosuffisance alimentaire et la dignité nationale. Les premiers résultats tangibles du projet de plantation de bananiers dans le Sahel ont commencé à apparaître, transformant le paysage économique et social du Burkina Faso. Le taux de survie des bananiers, bien qu'encore modeste, a montré une évolution positive. Dans certaines zones, où des systèmes d'irrigation ont été mis en place, les plants ont survécu et commencé à se développer, avec des taux de survie dépassant parfois les 60%. Ce chiffre, qui semblait impensable au début, a été salué comme un véritable succès dans des conditions aussi difficiles. Mais au-delà des chiffres, ce projet a également eu des effets concrets sur les communautés locales. La population, qui vivait auparavant dans une précarité agricole constante, commence à voir des améliorations. Les agriculteurs, notamment ceux qui avaient accepté d'adopter des méthodes agricoles innovantes, récoltent des bénéfices qui n'étaient auparavant qu'un rêve. Les coopératives de femmes, qui jouent aussi un rôle essentiel dans l'organisation du projet, ont vu leurs revenus augmenter de manière significative grâce à la transformation des bananes en produits dérivés. Farine, chips et autres produits sont désormais vendus sur les marchés locaux, ce qui a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais a aussi permis de générer des revenus réguliers pour des milliers de familles. Ces revenus supplémentaires ont directement contribué à améliorer la qualité de vie en réduisant la dépendance à l'aide alimentaire internationale. Les prix des denrées alimentaires
dans les zones les plus touchées par le projet, ont également diminué de près de 10%, une baisse marquée dans un pays où la nourriture reste un luxe pour de nombreuses familles. L'impact sur l'économie locale est tout aussi frappant. En plus des bénéfices générés par la vente de produits transformés, des effets indirects ont commencé à se faire sentir. L'augmentation de la production agricole a permis de diversifier les cultures, avec des récoltes de haricots, d'arachides et d'autres légumes, favorisant une autosuffisance alimentaire accrue dans certaines régions. Des rapports initiaux indiquent une augmentation de 30% des rendements agricoles dans les zones directement concernées par le projet. Ces chiffres montrent que le projet n'a pas seulement un impact sur l'agriculture, mais qu'il joue un rôle important dans la revitalisation économique du pays, en particulier dans les zones rurales. Un autre aspect significatif est la réduction de la dépendance à l'aide internationale. Selon un rapport de la FAO, les régions bénéficiant du projet ont enregistré une baisse de 12% de leurs besoins en aide alimentaire. Ces résultats quantifiables ont fait évoluer la perception internationale du projet. Ce qui était initialement perçu comme un pari risqué commence à être vu comme un modèle de résilience. Au lieu de se concentrer uniquement sur les échecs, l'initiative de Traoré est désormais vue comme un exemple de la manière dont les pays africains peuvent, par leur propre travail et créativité, réduire leur dépendance vis-à-vis des aides extérieures. En parallèle, l'image de Traoré à l'échelle nationale et internationale a évolué. De jeune leader militaire, il est devenu un symbole de l'autosuffisance et de la résilience pour le Burkina Faso. L'impact de son projet dépasse désormais le domaine agricole pour toucher des aspects plus larges de la politique, de l'économie et même de la culture nationale. Ce projet est en train de redéfinir ce que signifie être un pays souverain dans le contexte africain moderne. À l'horizon de 6 à 12 mois, le projet d'Ibrahim Traoré pourrait prendre 3 directions distinctes, en fonction des obstacles environnementaux, économiques et sociaux auxquels le Burkina Faso devra faire face. Ces scénarios varient, mais chacun présente des implications profondes pour l'avenir du pays, de l'autosuffisance alimentaire et de la souveraineté nationale. Scénario de base: croissance et adaptation. Réussi. Dans ce scénario, le projet continue à s'adapter aux conditions locales, avec un taux de survie des bananiers augmentant progressivement. Grâce à l'optimisation des techniques d'irrigation, notamment l'introduction de systèmes d'irrigation plus sophistiqués alimentés par l'énergie solaire, le taux de survie des plantes pourrait atteindre 60-70% dans les zones les plus adaptées. Les agriculteurs, désormais mieux formés, commenceront à récolter les fruits de leurs efforts, tandis que la production de bananes et de produits dérivés générera des revenus considérables pour les familles locales. Les coopératives féminines prospéreront, et la diversification des cultures agricoles complétera la production de bananes. Ce scénario conduirait à une réduction significative de la dépendance alimentaire du pays et renforcerait la position politique de Traoré. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'autosuffisance dans la région du Sahel, inspirant d'autres pays africains à adopter des stratégies similaires. Scénario optimiste: souveraineté alimentaire établie. Dans le meilleur des cas, les conditions climatiques s'améliorent et les innovations agricoles continuent de produire des résultats exceptionnels. Non seulement le taux de survie des bananiers dépasse 80%, mais la culture se répand également dans des zones auparavant considérées comme impropres à l'agriculture. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté alimentaire, avec des excédents de bananes et d'autres produits agricoles pouvant être exportés vers les pays voisins. La prospérité économique générée par ce projet permettrait d'améliorer l'infrastructure nationale, de stimuler le commerce régional et de renforcer la position géopolitique du pays en Afrique. Ce scénario aboutirait à une indépendance alimentaire complète, où le Burkina Faso pourrait se détacher de l'aide internationale et devenir un leader agricole dans la région. Scénario pessimiste: échec partiel et adaptation nécessaire.
Dans ce scénario, les défis logistiques, les conditions climatiques et la gestion de l'eau rendent le projet moins viable que prévu. Bien que certaines zones connaissent des taux de survie acceptables, 30-40%, d'autres souffrent de sécheresse prolongée et de sols trop dégradés. L'échec à grande échelle entraînerait une révision complète des priorités agricoles du pays. Cependant, même dans ce scénario pessimiste, le projet aura permis de créer une prise de conscience nationale sur l'importance de l'autosuffisance alimentaire. Les autorités devront peut-être diversifier les cultures et explorer de nouvelles stratégies pour garantir la sécurité alimentaire. Bien que le projet ne réalise pas tous ses objectifs, il aura néanmoins renforcé l'esprit de coopération et de résilience parmi les Burkinabés, préparant le terrain pour une nouvelle génération de leaders agricoles. Quel que soit le scénario, le projet de bananier d'Ibrahim Traoré a déjà laissé une empreinte indélébile sur le pays. La question est désormais de savoir si le Burkina Faso saura tirer parti des leçons de ce projet pour construire un avenir plus stable et plus souverain. Le projet d'Ibrahim Traoré, bien que principalement axé sur la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, offre une leçon universelle sur la résilience et l'espoir. Dans un monde souvent marqué par des inégalités profondes et une dépendance excessive à l'aide internationale, le parcours de Traoré incite chacun à réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à créer un avenir plus autonome et plus digne. Le projet de bananier n'est pas seulement une initiative agricole, mais un appel à l'action pour tous les peuples, notamment ceux vivant dans des régions vulnérables, à prendre en main leur destin et à remettre en question des systèmes qui les maintiennent dans la précarité. Les Burkinabés, en se mobilisant autour de ce projet, ont démontré que l'espoir et la solidarité peuvent fleurir même dans les conditions les plus difficiles. Ce message résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Il rappelle que chaque petit geste compte, que ce soit en soutenant des initiatives locales, en investissant dans des solutions innovantes, ou même en croyant en la capacité de ceux qui sont souvent ignorés de changer leur réalité. Dans un monde globalisé, ce projet nous rappelle aussi que la véritable indépendance, qu'elle soit alimentaire, économique ou sociale, commence par une prise de conscience collective de nos capacités à changer le cours des événements. Le succès ou l'échec de ce projet ne se mesure pas seulement à travers des chiffres ou des rendements agricoles, mais dans l'élévation de la conscience collective. Et vous, en tant qu'observateur, que pouvez-vous apprendre de cette histoire? Peut-être la conviction que les plus grands changements viennent souvent des endroits et des personnes que l'on sous-estime. Pour assurer la pérennité du projet d'Ibrahim Traoré et garantir une transition réussie vers une véritable souveraineté alimentaire, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. Ces étapes nécessitent une coopération renforcée entre les autorités, les agriculteurs, les coopératives et les partenaires internationaux. Voici le plan en 3 étapes pour consolider et étendre ce projet. Première étape, renforcement des capacités agricoles locales. Le premier défi consiste à renforcer les compétences agricoles des Burkinabés. Cela implique la formation continue des agriculteurs sur les techniques d'irrigation durable, l'utilisation de semences résistantes et les méthodes de culture adaptées aux conditions locales. Des sessions de formation doivent être organisées dans les communautés, notamment pour l'agriculture de précision et la gestion de l'eau. L'objectif est de créer un savoir-faire local et d'assurer que les nouvelles générations d'agriculteurs puissent perpétuer et améliorer ces pratiques. Deuxième étape, développement de l'infrastructure nécessaire. Il est crucial d'investir dans les infrastructures de soutien, notamment l'amélioration des réseaux de distribution, des entrepôts de stockage et des systèmes de transport. L'accès à l'eau en particulier doit être sécurisé. Cela pourrait inclure l'extension des systèmes d'irrigation goutte à goutte dans les régions les plus touchées et l'implémentation de nouvelles technologies pour capturer l'humidité. Les zones agricoles doivent être équipées pour soutenir l'agriculture à grande échelle tout en minimisant l'impact écologique. Troisième étape,
expansion des partenariats régionaux et internationaux. Enfin, pour garantir la durabilité du projet à long terme, le Burkina Faso doit renforcer ses partenariats avec d'autres pays du Sahel, des ONG et des experts agricoles. La coopération avec ses partenaires permettra de partager des bonnes pratiques, d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer la stabilité du projet sur le long terme. Les partenariats permettront également de faciliter l'accès aux marchés internationaux pour les produits agricoles, garantissant ainsi une rentabilité économique durable. Ces 3 étapes forment un cadre solide pour faire du projet de Traoré une réussite à long terme, transformant le Burkina Faso en un exemple de résilience agricole et d'indépendance alimentaire. Le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une initiative agricole, mais un acte profond de défi et de résilience. À travers chaque bananier planté, une nouvelle promesse de dignité se dessine pour le Burkina Faso. Les échecs et les difficultés rencontrées ne sont pas des signes de faiblesse, mais des témoins de la ténacité d'un peuple déterminé à se relever, à nourrir ses enfants et à bâtir son avenir. L'histoire de ce projet n'est pas une simple chronique de culture, mais celle d'un pays en quête de son indépendance, loin de la dépendance aux aides extérieures.